Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire. À quelques heures du grand retour en classe, Podium Jeunesse vous embarque dans ce numéro pour aborder la rentrée scolaire en toute sérénité. Fourniture, stress, motivation, organisation, comment bien se préparer sans paniquer. Deux invités, deux regards croisés pour éclairer les jeunes et leurs familles avant le top départ du 15 septembre. Pour une rentrée scolaire sereine, nous recevons donc pour vous deux spécialistes qui vont nous éclairer de leur expérience. À ma gauche, un visage familier et un habitué du plateau, Monsieur Kofiche Apeke. Bonsoir Monsieur Apeke. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Et les vacances, comment elles se sont passées? C'est un perpétuel recommencement. C'est comme le mythe du Sisyphe. Ok. Et voilà. Vous êtes censeur et enseignant de français au complexe scolaire Sophia Paul à Djifa Kota. Vous êtes un pilier de la discipline et de la sécurité en milieu scolaire. Effectivement. Merci de toujours répondre à notre sollicitation. C'est un plaisir. À ma droite, Monsieur Yao Marc Efavi. Bonsoir, Monsieur Efavi. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien et chez vous? Je vais bien, merci. Vous êtes psychologue de l'éducation. Bienvenue à Podium Jeunesse. Merci, madame. Ensemble, ils nous donneront les clés d'une année scolaire réussie et sécurisée. Monsieur Apeke, Monsieur Efavi, pour entamer ce débat, comment définiriez-vous la rentrée scolaire idéale pour un élève et qu'est-ce qui, selon vous, fait la différence entre une bonne et une mauvaise rentrée? C'est quoi une rentrée scolaire réussie? D'abord, une rentrée scolaire réussie, c'est une rentrée qui se prépare depuis des jours, une rentrée ou des vacances qu'on doit enterrer les idées vacancières avant d'aborder la rentrée scolaire, se préparer suffisamment pour diminuer le stress avant la rentrée. Merci beaucoup, Monsieur Apeke. Je salue de passage toute la communauté scolaire qui se prépare activement pour une rentrée sereine. Ceci dit, une bonne rentrée est une reprise des cours après les longues périodes de vacances dans un état enthousiaste, dans un état gai, serein et plein d'espoir. Merci. Monsieur Apeke, je reste avec vous. Nous savons que la rentrée ne s'improvise pas. Alors, quelles sont les priorités d'un établissement scolaire pour assurer une rentrée réussie? Pour assurer une rentrée réussie, pour un établissement scolaire, il y a des préparations à faire. Premièrement, la mise à jour des documents administratifs, un planning pédagogique. Nous avons le découpage de l'année que le ministère de tutelle envoie. Maintenant, en fonction des étapes de ce chronogramme, vous allez avoir un planning intérieur qui va intégrer, par exemple, les devoirs, les périodes de devoirs qui ne sont pas définies par le chronogramme proposé par l'État. Il y a également l'organisation de certaines activités extrascolaires pour permettre de temps en temps aux apprenants de sortir du stress des salles de classe. Donc, après, il faut également la préparation du matériel didactique, il faut la conception de l'emploi du temps et l'entretien du cadre de l'environnement scolaire qui doit accueillir les apprenants. Dans quelques heures, ce sera le grand retour aux sources pour des milliers d'élèves Podium Jeunesse attendus sans micro pour capter les dernières vibrations avant le jour J. C'est dans la rubrique « Vos avis nous intéressent ». Comment préparez-vous la rentrée? Ma préparation se passe plutôt bien. J'ai déjà pris le temps de ranger mes affaires et je révise un peu pour être prête. Je me repose aussi pour commencer en forme. J'essaie de m'organiser pour ne pas stresser le premier jour et surtout, je me motive en pensant à toutes les nouvelles choses que je vais apprendre. Pour cette rentrée scolaire, je me prépare avec excitation en faisant de la lecture, faisant des recherches sur les leçons à venir. J'essaie de profiter de mes derniers jours de vacances et des week-ends. Et j'ai aussi commencé par déjà bien m'alimenter. J'essaie de m'habituer au stress de la rentrée en me levant, en me couchant très tôt. Et j'ai aussi aménagé mon espace de travail. Et en me définissant des objectifs pour l'année scolaire,
en m'organisant et à être autonome. Qu'est-ce qui vous stresse le plus? Le plus stressant pour moi, c'est surtout le changement de niveau parce que je passe en 4e. Je sais que les cours vont être un peu plus difficiles et qu'on attend un peu plus de nous. Mais en même temps, je me dis que ça va m'aider à grandir et à m'organiser. Pour moi, je vais en classe de CM2, donc c'est mon examen qui me stresse le plus. Et je prie que si je passe mon examen, que j'ai des bons résultats. Ce qui me stresse le plus, c'est le nouveau monde que je vais découvrir. C'est-à-dire, je n'ai jamais mis les pieds au lycée. Je ne sais pas comment ça est là-bas. Est-ce que c'est différent du collège ou des autres classes que j'ai faites avant? Mais je sais qu'avec les objectifs que je me suis fixés, je peux réussir et être parmi les meilleurs. Des confidences qui nous éclairent sur les défis de la rentrée vus par ceux qui la vivent de l'intérieur. Monsieur Efavi, sous la joie des retrouvailles, la rentrée est aussi une source d'angoisse pour de nombreux élèves. Comment déceler ces signaux d'alerte chez les élèves à l'approche de la rentrée? Les signes sont sur deux plans, sur le plan physique et sur le plan comportemental. Dans les symptômes physiques, nous pouvons remarquer des maux de tête, et une fatigue inhabituelle. Nous pouvons également remarquer des troubles du sommeil. Et sur le plan comportemental, un enfant qui est vraiment irritable, qui a plus ou moins des crises ou bien des pleurs pour les petits enfants, et également des enfants qui adoptent des comportements de refus de retour à l'école. Et maintenant, quels sont les principaux facteurs de ces signes-là, de ce stress, de cette angoisse qui survient chez les apprenants à l'approche de la rentrée? Il y a d'abord ce retour même à l'école et il y a la peur d'un nouvel environnement, la peur d'un nouveau enseignant, la peur de l'inconnu ou soit ces signes aussi peuvent intervenir dans le cas d'une transition majeure, par exemple l'entrée en 6e ou l'entrée en classe de seconde. Ces signes aussi peuvent intervenir dans le cas où l'enfant doit changer d'établissement. Donc ces signes peuvent intervenir lorsque l'enfant aborde des étapes principales le long de son cursus. Exactement. Merci. Monsieur Apeke, parents et élèves se préparent à cette rentrée, mais l'école aussi a une grande part de responsabilité. Alors, ma question est la suivante. Concrètement, comment l'école se prépare-t-elle à accueillir les élèves dans un climat serein et motivant? L'objectif de l'école, c'est d'abord, dès le premier jour, de rassurer les apprenants. Pour les rassurer, il faut qu'ils intègrent un environnement accueillant. D'abord, la propreté des lieux. Les salles de classe rebadigeonnées, les tables bancs en bon état, un tableau de service préétabli avant l'arrivée des apprenants, un corps enseignant dévoué et prêt, patient à accompagner les apprenants. Et tout ceci donne aux apprenants qui arrivent une certaine confiance. Mais quand ils intègrent un cadre qui n'est pas très accueillant, qui est insalubre, qui n'est pas, un cadre qui n'est pas gai, alors on aborde déjà l'année avec une certaine morosité dans un état de doute total. Donc l'école doit penser à tout pour mettre l'élève à l'aise et le faire sentir en sécurité. Et vraiment, parce qu'il faut un esprit sain se développe dans un environnement sain. Merci. Monsieur Favi, le stress et l'angoisse dont nous parlions tout à l'heure est vraiment palpable au niveau des élèves à l'approche de la rentrée, mais les parents peuvent être un rempart. Alors comment peuvent-ils concrètement aider leurs enfants à traverser cette étape? Alors, merci. D'abord, il faut que la qualité de la relation parent-enfant soit bien. Il faut créer un climat affectif familial favorable pour l'enfant. De ce fait, j'invite les parents à instaurer des discussions en famille. S'il s'agit d'un changement d'établissement, aborder ouvertement ce changement, préparer l'enfant et surtout cette communication en famille rassure l'enfant et aide l'enfant à savoir que ses parents sont d'un soutien capital pour lui. Ses parents s'impliquent dans sa vie scolaire. S'intéresse à ses études. À ses études, Monsieur merci. Apeke, vous avez un ajout par rapport à cette question? L'apprenant qui se prépare à intégrer la classe, il y a d'abord au niveau du cadre familial, il faut que le parent s'engage à assurer par exemple une tenue scolaire, l'achat des fournitures. Comme ça, quand l'enfant voit ça, l'enfant est déjà est rassuré. Maintenant,
à l'approche ou bien à la veille de la rentrée, se réunir en famille, donner des directives, partager les inquiétudes de l'enfant et le soutenir parce que non seulement l'enfant, on le prend en charge matériellement, mais aussi, il faut aussi le prendre en charge psychologiquement. Et ça, c'est très important parce que lorsque ce soutien psychologique manque au niveau des parents, l'apprenant, déjà à la maison, n'a pas de repère. C'est pourquoi moi je dis souvent aux parents que, quelles que soient leurs occupations, il faut qu'ils dégagent toujours dans leur emploi du temps un moment pour discuter avec les enfants et s'intéresser à leur vie scolaire. Merci beaucoup. Monsieur Favi, après une longue pause, la reprise est souvent difficile. Pour nos téléspectateurs, je vais dire les jeunes et les familles, les parents qui nous suivent, quelle stratégie recommandez-vous pour une rentrée en douceur? Pour une rentrée en douceur, il faut une préparation en amont et cette préparation est plus ou moins psychosociale. Alors, dans cette préparation, l'élève se doit de recréer un environnement adapté aux exigences scolaires, reprendre progressivement les nouvelles routines parce qu'il y en aura un petit changement par rapport à la routine quotidienne dans les vacances. Et donc se préparer à aborder ce changement de routine. Et ensuite, s'il s'agit d'un nouvel environnement, faire des visites, avoir, bon, cette année, je serai dans telle classe, voilà comment l'établissement se présente, je me familiarise avec le corps enseignant, avec les nouveaux camarades qui sont là et je peux en même temps commencer par une reprise de lecture de façon ludique pour mieux se préparer et non attendre juste le jour de la rentrée avant de dire que ok, je vais embrasser maintenant les cahiers. Non, c'est une préparation avant le jour même de la rentrée et voir ces fournitures, tout ce qui entre dans ce cadre de vie approprié pour une rentrée réussie. Quand vous parlez de casser avec la routine, est-ce que vous voulez aussi parler, par exemple, du nombre d'heures que l'enfant passe devant la télévision, l'heure à laquelle l'enfant se couche, l'heure à laquelle il se réveille pendant les vacances? Effectivement. Je disais tout récemment à des enfants que si pendant les vacances vous vous réveillez à 6 heures ou bien à 8 heures, vous ne devez pas attendre le jour de la rentrée pour commencer par vous réveiller à 5 heures ou bien à 4 heures du matin. C'est une préparation. Vous allez essayer d'intégrer cette nouvelle routine dans votre quotidien et ainsi de suite. Si vous regardez la télé à longueur de journée, vous devez changer votre emploi du temps, adapter aux devoirs, aux cours, aux exigences scolaires. Merci. Monsieur Apeke, nous allons passer à la question de l'organisation. Comment l'école aide-t-elle les élèves à s'organiser et à réussir leur année scolaire? Je voudrais parler des ressources disponibles pour les accompagner tout le long de l'année. Les ressources disponibles, nous avons d'abord les enseignants. Parce que tout vient d'abord des enseignants. Ce sont eux qui donnent le savoir. Maintenant, on aide maintenant les apprenants à une auto-organisation, avoir un emploi du temps personnel à la maison. OK. Il y a aussi des cellules d'accompagnement des apprenants. En fait, à Sophia Paul, c'est ce que nous faisons. Lorsque, par exemple, un apprenant, moi je dis souvent aux élèves, lorsque vous suivez un cours et que vous avez de difficultés à cerner, à comprendre certaines parties, si vous n'avez pas ce courage d'exposer, parce que certains apprenants n'ont pas le courage d'extérioriser leurs difficultés, leurs besoins en public. Donc, passez me voir au bureau, vous exposez le problème, j'appelle le collègue ou bien les collègues spécialistes de la matière, ils les soutiennent les enfants. Nous avons également, en dehors de tout ça, nous avons dans la semaine 2 heures pour les classes de passage et 4 heures pour les classes d'examen. On les accompagne à travers des séances de travaux dirigées. Monsieur Favi, la rentrée, c'est aussi un nouveau cycle pour certains, une nouvelle classe pour d'autres. Comment peut-on accompagner au mieux les élèves, en particulier les plus jeunes ou ceux qui changent d'établissement pour qu'ils s'adaptent rapidement? D'abord, dans le cadre d'un changement d'établissement, nous devons faire comprendre à l'enfant que c'est tout à fait normal et la raison de ce changement. S'il allait dans une école primaire où il n'y a pas le collège, on doit lui expliquer.
ici, il n'y a pas le collège, donc nous devons te trouver une école dans laquelle il y a le collège et en commun accord avec l'enfant, on discute sur le choix de l'établissement. Maintenant, si le choix est fait, si le nouveau établissement est repéré, il faut accompagner l'enfant dans cet établissement pour qu'il puisse découvrir les salles de classe, découvrir le lieu en général pour une bonne préparation, discuter même du trajet, comment il va faire pour se rendre à l'école, quelle est sa nouvelle tenue, quelles sont les exigences scolaires qui vont s'appliquer maintenant. Par exemple, s'il s'agit d'une transition majeure, on aura besoin assez d'autonomie de sa part, de lui souffler directement quelques nouvelles règles qui vont s'appliquer au début de la rentrée, en fonction de la classe bien sûr. Et donc, tout ceci va permettre à l'enfant de mieux se préparer pour ne pas être surpris à la rentrée. Par ce changement. Monsieur Apeki, nous allons aborder les questions, les échanges, toujours dans le même sens. Il arrive que des fois, dû à des problèmes financiers, les parents sont obligés de changer d'établissement pour leur enfant. Un exemple, peut-être que l'enfant étudiait dans une école privée, mais les parents sont obligés à la rentrée prochaine, par exemple, de l'inscrire dans une école publique et certains enfants font des crises. Oui, c'est une réalité. Et des fois, ça s'impose comme ça aux parents en fonction de leur bourse. Ça, nous ne pouvons rien pour y remédier. La situation se présente ainsi. Vous savez, lorsque un apprenant, il s'adapte à une situation, lorsqu'on lui explique préalablement les raisons qui concourent à cela. Et si ensemble, on discute avec l'enfant et on lui explique les raisons de cette situation, il comprend, s'adapte. Et ça ne peut pas le pousser à faire de crise. Mais c'est quand on n'explique rien au préalable. Et voilà, on dit à l'enfant, cette année, tu ne feras plus tel établissement, tu seras dans tel établissement. Quelles sont les raisons? On dit non, c'est ça. Ça devient un peu de la dictature. Et ça, l'enfant ne se sent pas mêlé à cette prise de décision. Et il supporte difficilement cela parce que, selon lui, c'est un diktat qu'on vient de lui imposer. Justement. Et ça crée vraiment des crises hystériques. Et ça influence négativement le rendement de l'enfant. Parce qu'il se dit, le cadre là, il ne l'a pas voulu, on le lui a imposé. Donc, pour éviter ce genre de situation, il faut que les parents associent les enfants à la prise de ce genre de décision pour que les enfants puissent s'intégrer. Et faire comprendre aux enfants que qu'on étudie dans un établissement public ou dans un établissement privé, en fait, on est tous soumis au même programme et à la même évaluation à la fin de l'année. Et le résultat viendrait d'abord de propre engagement de l'enfant. Parce que sans son propre engagement, on peut lui trouver n'importe quel enseignant, le meilleur enseignant du monde. Mais quand lui-même ne s'engage pas à réussir, alors ce serait des efforts vains. Et il faut aussi surtout tenir compte de l'atmosphère dans laquelle faire cette annonce à l'enfant. Voilà. Ne pas la lui faire comme si c'était un ordre que vous lui donnez, mais plutôt échanger, avoir un compromis. Merci. Et lui faire comprendre qu'en fait, que ça ne dépend pas de vous, les choses sont ainsi, ça va s'améliorer. Monsieur Ifavi, la santé mentale des élèves est un enjeu majeur. Quel rôle l'école joue-t-elle dans le bien-être mental des élèves dès les premiers jours de l'année? Dès les premiers jours de la rentrée, d'abord, l'école s'assure plutôt que l'élève soit dans de bonnes conditions pour bien débuter, pour mieux apprendre. Et surtout sur le plan mental, dans certaines écoles, il y a des spécialistes qui sont là pour accompagner les enfants à intégrer leur classe, à voir ce qu'il faut faire pour être assez prêt pour mieux réussir dans l'école. Monsieur Apeki, un avis sur la question? Dès les premiers jours de l'année scolaire, il faut d'abord que les apprenants sachent qu'ils sont là pour réussir et qu'ils ont toute cette potentialité mentale pour réussir. Tout le monde est intelligent, nous sommes tous intelligents au même degré. Donc, il faut que l'école rassure l'apprenant ou les apprenants qu'ils sont intelligents et ils sont là pour réussir. Et cela met l'apprenant en confiance. Et c'est le rôle d'abord des premiers responsables de l'établissement, surtout du censeur, qui est le directeur des études. Et on instruit chaque collègue arrivé de rassurer les enfants. Et lorsque un apprenant, par exemple, dès le premier jour, pose une question, il donne une réponse qui n'est pas exactement celle qu'il faut. Il ne faut pas qu'il soit blâmé. Au contraire, il faut l'encourager à mieux faire.
Donc, par cette stratégie, l'enfant se sent confiant et il est mentalement équilibré pour affronter l'année. Merci. La discipline et le règlement intérieur peuvent être perçus des fois par les apprenants comme des freins, mais ils peuvent être de véritables atouts. Oui. Donc, en tant que censeur, comment rassurez-vous les élèves pour qu'ils soient perçus comme un soutien, non une contrainte? Il faut d'abord que vous montrez aux apprenants que le règlement intérieur, les clauses du règlement intérieur ne sont pas des sanctions, que en fait sont des règles que nous devons intégrer pour avoir un comportement correct pouvant nous conduire à la réussite à la fin de l'année. Je donne un exemple. Si l'enfant sait que être à l'heure participe à sa réussite à la fin de l'année, venir à l'école à l'heure ne serait plus une contrainte pour lui. Si l'enfant sait que rester en classe tranquille, calme, discipliné, suivre le cours, ça va lui permettre de réussir à la fin de l'année, alors être discipliné ne serait plus une contrainte pour lui. Ça deviendra alors une habitude, un comportement à adopter. Et quand c'est fait comme ça, l'école ne devient même plus gendarme, mais les camarades même, les apprenants entre eux se rappellent ces règles pour pouvoir évoluer. Quand un camarade veut par exemple enfreindre à ces principes, on le lui rappelle que nous sommes là pour réussir, et pour réussir, on doit faire ceci, on doit être correct, et c'est fini. Et l'établissement, quand vous faites ça, vous vous mettez en retrait, et les apprenants eux-mêmes se gèrent entre eux. Mais quand ce n'est pas comme ça, l'apprenant pense que le règlement intérieur est là seulement pour les sanctions, alors ça crée souvent de conflits entre l'administration et les apprenants, et au bout de la chaîne, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc les élèves doivent comprendre que le règlement intérieur et la discipline ne sont pas des lois élaborées contre leur épanouissement, effectivement, mais pour le mieux-être. Justement pour leur réussite à la fin de l'année. Merci beaucoup. Monsieur Favi, au carrefour de la maison et de l'école se tisse le bien-être des enfants. Quel rôle le dialogue entre l'école et la famille joue dans le bien-être des élèves? Le dialogue entre l'école et la famille est très important. Et un parent qui envoie son enfant à l'école, mais de temps en temps ne fait pas des visites dans l'école pour voir comment se passent les enseignements, comment son enfant se comporte à l'école, c'est un peu grave parce que l'enfant peut avoir un comportement A à la maison et un comportement B à l'école. Alors, comment instaurer ce dialogue? Ça peut passer déjà par l'association des parents d'élèves, et également le parent doit être en contact perpétuel avec l'école pour voir comment mon enfant réagit, quels sont les besoins à la maison, qu'est-ce qui se passe. Peut-être ce climat défavorable à la maison ne permet pas à l'enfant de mieux réussir ou bien de mieux s'épanouir à l'école. Alors ça permet aussi aux parents plutôt de voir la réalité à la maison, la réalité à l'école pour pouvoir s'ajuster, pour pouvoir mieux s'impliquer dans la vie scolaire de leur enfant, pour pouvoir mieux connaître leur enfant, pour voir quels sont les besoins de mon enfant et comment je peux l'aider à mieux réussir. Et réussir, ce n'est pas seulement en matière de performance scolaire, c'est en matière aussi d'éducation surtout. Et de relations humaines. Le rôle du dialogue école-famille. Oui, et c'est très important. D'abord, je veux faire cette mise au point. Le grand problème que nous avons dans notre système éducatif aujourd'hui, c'est que les parents ne s'impliquent plus. Ils sont absents. Ils sont absents. Bon, quand je le dis comme ça, c'est de l'euphémisme. Ok. Vous serez étonné que le parent vient chercher tous les bulletins de son enfant pendant les vacances. Tous les bulletins? Tous les bulletins. Le premier trimestre jusqu'au troisième. Et quand le parent vient chercher les 3 bulletins, vous lui posez des questions, la réponse qu'on vous donne, je n'ai pas de temps. Donc c'est le lieu aussi de dire aux parents de consacrer un peu de temps aux apprenants. Maintenant, par rapport au dialogue, ça c'est très important parce que lorsque l'école et la maison et les parents n'échangent pas, alors l'enfant profite de cette absence de dialogue pour pouvoir duper les deux parties. Bien. Ce dialogue aussi, lorsqu'il est là, que ce soit un dialogue franc, que le parent n'essaie pas de camoufler les caprices de l'enfant à la maison. Parce qu'en le faisant, alors nous aurons la définition d'un autre enfant que le parent vient nous présenter, alors que le comportement de l'élève à l'école serait différent de ce que le parent vient de dire. Et dans ce cas, la gestion de l'enfant devient un peu compliquée. Aujourd'hui, avec les problèmes de temps d'occupation, dans certaines écoles, comme chez nous, nous avons créé une plateforme où nous informons de temps en temps les parents sur le comportement
des élèves. Maintenant, lorsqu'un cas devient un cas un peu spécial, on appelle le parent, on l'invite à l'école, on discute pour trouver des solutions. Donc, le dialogue entre les parents et l'école est très nécessaire pour l'équilibre scolaire et social de l'apprenant. Les portes de l'école se préparent à s'ouvrir, mais avant l'effervescence de la rentrée, nous avons voulu savoir ce qui se passe en coulisses. Le silence des couloirs, les salles de classe qui attendent, les tableaux effacés. Les grandes vacances tirent à leur fin et l'école se réveille. Nous sommes au complexe scolaire Fondation La Bonne Semence à Lankouvy, un quartier situé au nord-ouest de Lomé. Loin du bruit et de l'effervescence de la rentrée, nous avons voulu comprendre l'envers du décor. Comment un établissement se prépare-t-il à accueillir des centaines d'élèves prêts à écrire une nouvelle page de leur histoire? Au niveau de notre établissement, la philosophie, c'est les 3 S. Le premier S, c'est la sécurité. Il faut que les enfants arrivent dans un cadre vraiment sécurisé. Et pour cela, donc, nous mettons en contribution le personnel, parce que tous les enseignants qui sont là, donc il y a des enseignants déjà à la porte, à la devanture, pour accueillir les parents. Il y a des enseignants qui sont à l'intérieur pour orienter également les parents. Nous avons également notre service de sécurité qui assure que les motos et le parking, quand même, et les véhicules puissent être garés. Maintenant, au niveau de la sensibilisation, nous informons les élèves et les parents qui arrivent que voilà, c'est le premier jour, il y a des dispositions, après il y a des consignes. Suivez les consignes que nous vous donnons. Donc asseyez-vous là où on demande de vous asseoir. Si vous voulez tel service, allez vers celui-ci et cela pour que tout se passe dans l'ordre. Derrière les murs de cette école, c'est une véritable symphonie qui s'orchestre. Tables et chaises retrouvent leur place, les manuels s'empilent et les emplois du temps s'ajustent. Mais au-delà de la simple logistique, il y a une philosophie, une volonté de faire de cette rentrée un moment de sérénité et non une source de stress. Au niveau de la sérénité, de manière générale, d'abord c'est interne au niveau du personnel. Nous avons eu déjà à faire des rencontres pédagogiques pour des informations pour que l'accueil tout se passe très bien au niveau de la rentrée. Maintenant, quand les parents arrivent, nous demandons aux enseignants, au personnel, de bien les accueillir, de préparer les classes pour qu'un enfant qui arrive déjà, il puisse aller directement dans une classe, s'asseoir et savoir que les cours débutent aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un certain nombre de semaines à respecter. Et dès la rentrée, les cours débutent. Pour y arriver, la sécurité et le bien-être de chaque élève sont au cœur de préoccupations. Des mesures concrètes sont mises en place pour que l'apprentissage se fasse dans un environnement sain et sécurisé. À ce niveau déjà, nous informons les enseignants. Nous avons des guides pédagogiques. Donc pour la rentrée, nous avons des consignes bien strictes et bien claires. C'est comme ceci que vous devez accueillir. On doit arriver très tôt. Déjà ce matin-là, déjà à 6 heures, tout le personnel est déjà là. Pour s'assurer que toutes les classes sont prêtes. Chaque enseignant va aller voir dans sa classe si tout est prêt, tout est propre déjà pour accueillir les enfants. Et maintenant, on vient sur la cour et chaque enseignant a une tâche spécifique le jour de la rentrée. Chacun s'y met pour que la mayonnaise puisse prendre. Donc quand les parents et les enfants arrivent, ils savent très bien que tout est bien ordonné et tout se passe très bien. Et pour accompagner les élèves, il y a toute une équipe, des enseignants aux agents administratifs, tout le personnel se mobilise. C'est un travail collectif où chacun joue un rôle essentiel pour que les élèves puissent s'épanouir. Car la réussite éducative ne se résume pas à un programme, elle est d'abord une question d'humanité. Voilà des images qui nous montrent comment le travail en amont est essentiel pour une rentrée sereine. Maintenant, une question se pose. Monsieur Efavi, comment faire de ce triangle, école, enfants, parents, un cercle vertueux de communication? Je voudrais dire comment favoriser une bonne communication entre les enseignants, les élèves et les parents. Nous avons déjà parlé de son importance. Maintenant, comment favoriser? Dans un premier point, entre enseignants et élèves, l'enseignant doit opter pour les méthodes alternatives à une éducation non violente et surtout commencer par le code de conduite. Le code de conduite est un outil palpable pour l'enseignant pour pouvoir mieux gérer ses élèves. Et ce code de conduite se négocie en commun accord avec l'élève. Bien vrai qu'il y en aura un nombre d'élèves où on ne peut pas connaître la situation de tout le monde, que ce code de conduite tient compte de l'éducation générale du milieu. Entre élèves et parents, il faut un commun accord, une communication bienveillante à la maison, un climat affectif
familiale favorable. Maintenant, pour que cette trois-là puisse s'harmoniser, il faut que l'enseignant s'implique activement dans l'éducation de l'élève. Il faut que le parent également s'implique activement dans l'éducation de son enfant. C'est un travail en commun. Et maintenant, il faut que l'élève même soit proactif par rapport à son éducation. Merci. Un ajout au propos de M. Favi? Pour favoriser ça, d'abord, il faut l'écoute mutuelle entre les trois compartiments du triangle. Il faut que l'élève, l'enseignant écoute, l'administration écoute l'apprenant. Lorsque l'apprenant amène un souci, vous l'écoutez. Mais lorsque vous vous positionnez toujours en maître absolu, il n'y a pas de dialogue. Il faut également que ce dialogue soit sincère. Parce que des fois, on dialogue, mais les problèmes ne sont pas posés sincèrement. Les élèves ont tendance à mentir ou bien à dire autre chose, à dire le contraire de ce qui se doit réellement. Au niveau des parents, la même chose. Il faut que entre l'école et la maison, qu'il y ait une certaine entente. On ne s'entend pas contre l'échec ou le malheur de l'enfant, mais on s'attend pour que l'apprenant puisse atteindre de bons résultats. Parce que des fois, il y a une certaine complicité qui se noue entre l'apprenant et les parents. Et quand l'apprenant et les parents arrivent à l'école, quand on expose les problèmes, on dit non, mon enfant n'est pas ci, n'est pas ça. Et ça fausse les bases de ce dialogue. On dialogue, mais à la fin, on n'a pas un résultat fiable. Il n'y a pas eu de communication. Il n'y a pas de communication. Donc, il faut vraiment l'écoute mutuelle et la sincérité dans ce dialogue. Monsieur Apeke, la première impression est souvent la bonne, surtout quand il s'agit d'inaugurer une nouvelle année scolaire. En tant que censeur, quelles sont vos attentes et votre message clé pour les élèves qui s'apprêtent à franchir les portes de votre établissement le 15 septembre? Merci beaucoup. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est le premier cours qui donne plus de satisfaction. Ceci étant, d'abord, à l'endroit des enseignants. Parce que lorsque les apprenants arrivent, ils sont bien accueillis, alors ils s'adaptent au système. Donc, lorsque nous avons cours, les premières heures de la rentrée, quand on y va, on donne toujours un message d'encouragement, d'espoir aux apprenants. Les apprenants aussi, quand ils arrivent, ils doivent arriver dans un état d'enthousiasme, d'espoir. Si tu n'as pas une pensée synchronisée avec ce que tu dis, alors il y a échec. Donc, nous sommes à l'école pour réussir et à la rentrée, il faut que nos pensées soient synchronisées avec cela. Pour l'administration, on crée un cadre, un environnement qui doit rassurer les enfants. Et lorsque les apprenants sont rassurés et ne sont pas arrivés dans un environnement dubitatif par rapport à la qualité de l'enseignement, à l'accueil de l'établissement, je crois qu'à la fin de l'année, même les élèves les moins bons arrivent toujours à réussir. Nous sommes au terme de notre discussion. En une phrase, M. Favi, votre mot de fin. Ok, merci. D'abord, à l'endroit des écoles, des chefs d'établissement, prévoir un accueil chaleureux pour les élèves, les rassurer qu'ils sont meilleurs, ils peuvent y arriver. Et à l'endroit des enseignants, l'enseignant est un semeur d'espoir et il doit opter pour une éducation altruiste pour les enfants. D'abord, le premier but, c'est l'éducation de l'enfant et non le gain qu'on aura en retour. Et pour les élèves, un élève doit être l'acteur principal de son éducation, il doit être proactif. Il ne doit pas penser que c'est seulement l'enseignant qui détient le savoir, mais lui aussi participe à la construction de ce savoir. Et cette construction-là, il aide dans son éducation. Et quand nous parlons d'éducation, ce n'est pas aller réussir à l'école pour le parent, mais c'est d'abord pour lui-même, pour son avenir et pour son bien-être. Merci. Monsieur Apeke. D'abord, pour les parents, je leur dis courage, parce que ce n'est pas facile à ce moment. Ça demande beaucoup d'engagement financier et un don de soi. Aux apprenants, je dis abnégation et travail.
aux enseignants, je dis patience et engagement. Monsieur Apeke, Monsieur Fabi, je vous remercie pour vos éclairages précieux. Grâce à vous, nous comprenons mieux qu'une rentrée scolaire sereine et réussie repose sur 3 piliers, la communication, le respect et la collaboration. Je vous rappelle que M. Kofichi Apeke est censeur et enseignant de français au complexe scolaire Sophia Paul et M. Yao Marc Favi est psychologue de l'éducation. À quelques heures de la rentrée scolaire au Togo, Podium Jeunesse vous a livré des clés, des regards croisés et des conseils concrets pour aborder ce moment avec calme et confiance. Que vous soyez élève, parents ou acteurs du système éducatif, une rentrée réussie se prépare ensemble. Alors que cette nouvelle année soit synonyme d'élan, d'équilibre et surtout de sérénité. Bonne rentrée à toutes et à tous. À bientôt.